Donc, ce webinaire fait partie d'un ensemble de webinaires sur l'imputabilité au service. On commencera par l'accident de service et puis on verra ensuite l'accident de trajet, on verra la maladie contractée en service et puis ensuite on Pardon, déroulera… Gaëtan, je Oui, t'arrête. Non, non. On voit que l'accident de service, la maladie contractée en service et après la gestion du CITIS. d'accord, les 3 webinaires Oui, font partie du c'est cycle. ça. On verra effectivement la suite sur l'année prochaine. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, on verra ensuite, d'accord, très bien. Donc, on va concentrer, du coup, merci Florent pour ton intervention. Donc, l'imputabilité au service de notre cycle, on va commencer par cet accident de service. Ensuite, on abordera la maladie contractée en service et ensuite la gestion du CITIS, comme l'a rappelé Florent. Ça fera partie de notre cycle de 3 webinaires pour pouvoir envisager l'imputabilité au service. Alors, ces notions-là, on entend beaucoup parler d'accidents de service, d'accidents de trajet, de maladies professionnelles. Eh bien, voilà, c'est des éléments qui vont nous permettre ensuite de bénéficier, comme on le verra pour le 3e webinaire, qui nous permettent éventuellement de bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a fait l'objet d'un décret paru en 2020, début 2020, pour la fonction publique hospitalière. Et donc, c'est pour cet élément-là qu'il est important qu'on puisse se concentrer un petit peu sur chacun des éléments qui préexistent au CITIS. Tout à fait, on en entend beaucoup parler de ces notions, Gaëtan, d'accident de service, de trajet, de maladie professionnelle. Et finalement, on est curieux de savoir vraiment à quoi elles servent dans la fonction publique. Exactement. On est toujours, on a toujours envie de savoir exactement de quoi eh bien, on retourne de ces notions-là et surtout de pouvoir bien les qualifier. Alors, dès lors qu'on reconnaît l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, d'un accident de trajet ou de service ou d'une maladie, eh bien, l'agent peut ouvrir droit, comme je vous le disais, d'abord au congé pour invalidité temporaire imputable au service s'il a rempli les conditions, de recevabilité, mais aussi les conditions en ce qui concerne la reconnaissance de l'accident ou de la maladie, mais aussi, et c'est là l'importance, comme vous le demandiez, Madame Gréguis, c'est ensuite la possibilité pour l'agent de percevoir, s'il a rempli aussi les conditions, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente viagère d'invalidité si son invalidité entraîne sa radiation des cadres, et éventuellement la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie peut entraîner aussi la réparation intégrale des préjudices de l'agent sous forme indemnitaire. Il peut y avoir à la fois une reconnaissance de la responsabilité sans faute de l'établissement, mais aussi pour faute. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ils sont financés, tous ces droits? Tout à fait. Eh bien, les modalités de financement sont assurées en ce qui concerne l'allocation temporaire d'invalidité par l'employeur, que ce soit dans la fonction publique territoriale hospitalière ou dans la fonction publique d'État. Et en ce qui concerne la rente viagère d'invalidité, il y a donc une part qui est prise sur l'agent aussi, pour le coup, cette fois-ci, à la fois dans la territoriale hospitalière et dans la fonction publique d'État, qui permet de déterminer les prélèvements qui sont effectués, le financement de ces éléments-là, en sachant que tous les frais engagés dans le cadre de l'accident ou de la maladie par l'agent ainsi que ses congés sont pris en charge par les employeurs sur ce principe de l'auto-assurance, puisque dans la fonction publique, vous le savez, le régime de protection sociale des agents, il est assuré par l'employeur lui-même en ce qui concerne, bien entendu, les fonctionnaires. D'accord. Mais du coup, qui décide de l'octroi d'un CITIS ou de l'allocation temporaire d'invalidité, de la rente? Eh bien, les décisionnaires en la matière sont l'employeur en ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilité au service, même après la radiation des cadres. C'est vraiment à l'employeur que la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service va être faite et ça va être à cet employeur de décider si l'accident subi par l'agent ou la maladie qu'il a contractée sont imputables au service. Dans ces cas-là, ce sera l'employeur qui prendra cette décision-là, après avis, bien entendu,
de la commission de réforme si jamais il y a un doute. En sachant, on va revenir dessus, que l'employeur n'est pas dans l'obligation de solliciter l'avis de la commission de réforme dans le cas où il décide de reconnaître l'imputabilité au service et qu'il n'y a pas de doute particulier sur cette imputabilité-là. Donc, même si l'employeur va recueillir l'avis de la commission de réforme, on le sait, l'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration et l'administration dispose quand même de son pouvoir d'appréciation, même si cette saisine est obligatoire. En ce qui concerne par contre l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère d'invalidité, ce sera à la caisse de retraite de décider de son octroi, de la possibilité que l'agent puisse en bénéficier. Et si l'agent remplit les conditions, donc pour la fonction publique hospitalière, ce sera la CNRACL qui décidera, la TIACL, qui sera destinataire du dossier transmis par l'employeur. Et ensuite, la réparation complémentaire, comme je vous le disais, c'est vraiment là aussi l'engagement de sa responsabilité, qu'elle soit sans faute, puisque en tant qu'employeur, il est dans l'obligation d'assurer l'agent contre tout risque auquel il est exposé. Donc, cette réparation complémentaire éventuellement sans faute sera aussi décidée éventuellement par l'employeur, mais si l'employeur s'y refuse, l'agent aura la possibilité de saisir le juge administratif qui pourra ensuite contraindre éventuellement l'administration à condamner à allouer à l'agent une réparation indemnitaire au titre de cette responsabilité, qu'elle soit sans faute ou pour faute, en sachant que cette réparation complémentaire prendra la forme d'une réparation intégrale si jamais la faute de l'administration est avérée. Cette faute, si elle est à l'origine de l'accident ou de la maladie contractée en service par l'agent. Ce qui est important de voir, c'est que à la fois en matière de reconnaissance de l'imputabilité, mais aussi en matière de réparation complémentaire, c'est l'employeur qui va décider. C'est donc sous sa seule responsabilité. Je vous parlais du fait que ce soit la commission de réforme éventuellement qui éclaire l'administration sur le caractère d'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. Si, on reviendra dessus, l'employeur décide de reconnaître l'imputabilité au service, il peut le faire. Il peut le faire sans avoir besoin de recourir à l'avis de la commission de réforme. Auparavant, il fallait la saisir systématiquement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais si il y a une potentielle faute détachable du service ou des circonstances extérieures qui détacheraient l'accident ou la maladie du service, l'employeur va devoir recueillir l'avis de la commission de réforme. C'est une obligation de recueillir cet avis. Par contre, ce n'est pas une obligation de suivre cet avis. Ce serait même penser qu'on est lié par l'avis de la commission de réforme. Ce serait risquer une incompétence négative. Il faut que l'employeur puisse décider par lui-même en ayant lui-même la possibilité d'étudier ce lien de causalité entre l'accident subi par l'agent et le fait que ce soit le service qui en est à l'origine. D'accord. Ça fait une sacrée responsabilité et une belle différence avec le régime général. Effectivement, c'est d'ailleurs la décision de l'employeur qui sera éventuellement contestée devant le juge administratif. Et l'incompétence négative dont je vous parlais, c'est même un moyen d'annulation très efficace. Donc, l'employeur, il a une lourde responsabilité en la matière, parce que la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie ne sont pas neutres du tout. Dès lors qu'on reconnaît cette imputabilité, ça entraîne plusieurs conséquences, comme on vient de le voir. Mais bien entendu, l'employeur public n'est pas seul et peut se faire aider, notamment du médecin de prévention, le médecin du travail, désormais, d'un médecin agréé, éventuellement expert de la pathologie, et bien entendu, comme je viens de le dire, il se fait aussi aider, éclairé, en tout cas, dans sa prise de décision, par la commission de réforme. D'accord, donc ça veut dire que l'agent qui est victime d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, il a le droit à un congé pour invalidité temporaire. Alors, pas exactement. On pourrait effectivement le croire, mais pas nécessairement. Je vais vous préciser quelles en sont les raisons. Le fonctionnaire en activité, il a le droit à ce CITIS, ce congé pour invalidité temporaire imputable au service, lorsque son incapacité temporaire est bien entendu
consécutive à cet accident reconnu imputable au service, à un accident de travail ou à une maladie contractée en service. C'est cet article 21 bis qui a été introduit dans la loi du 13 juillet 83 par une ordonnance de 2017, alors que le décret d'application est effectivement arrivé en 2020 en ce qui concerne la fonction publique hospitalière. Mais les notions d'accident de service, de maladie professionnelle, d'accident de trajet, ne sont que des outils pour reconnaître cette imputabilité au service du congé. C'est seulement si l'incapacité temporaire, c'est la conséquence de cet accident de service, de cet accident de trajet ou de la maladie. L'agent qui n'a pas, dont l'état de santé ne nécessite pas d'être placé en congé maladie, congé pour raison de santé, alors même qu'il a subi cet accident ou qu'il est atteint de cette maladie, ne sera pas placé, bien évidemment, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. C'est le premier élément, s'il n'a pas besoin de congé, mais ensuite, il peut aussi tout à fait être placé en congé, mais pour une raison qui n'est pas liée à l'accident de service ou à la maladie professionnelle qu'il a subi. Donc, c'est pour ça que la reconnaissance n'implique pas toujours ou systématiquement le CITIS, même si, dans de nombreux cas, ce sera le cas. Ce que reconnaît l'employeur comme imputable, ce n'est pas tant l'accident de service que les conséquences de cet accident et l'éventuelle incapacité temporaire qui en découle. D'accord. Vous pouvez préciser ? Bien entendu, et avec grand plaisir. Si vous le souhaitez, on va commencer par l'appréciation de l'imputabilité au service, des conséquences d'un accident. Alors, la procédure d'appréciation de cette imputabilité au service des conséquences d'un accident, elle est divisée en deux étapes. D'abord, on va qualifier l'accident de service, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, est-ce qu'on peut qualifier cet événement d'accident de service ? Est-ce que, il remplit les conditions? Est-ce que c'est un événement brutal, soudain? Est-ce que c'est vraiment un accident? Et est-ce qu'il est relié au service? Et à ce moment-là, on va se poser la question d'apprécier le lien entre l'accident et l'incapacité temporaire de travail de l'agent pour reconnaître le fait que, notamment, en se posant la question de savoir si les lésions subies par l'agent et l'éventuelle invalidité temporaire qui en découle sont la conséquence directe et non nécessairement exclusive de l'accident. Ce n'est pas forcément l'accident qui est le seul responsable, mais si l'accident est éventuellement aussi une des causes aggravant la lésion de l'agent, on pourra reconnaître ce lien entre l'accident et l'incapacité temporaire de travail de l'agent. D'accord, ça veut dire qu'un événement pourrait être qualifié d'accident de service, mais que la lésion pourrait ne pas être reconnue imputable. Tout à fait, c'est exactement ça. Impossible que cet événement puisse être qualifié d'accident, mais le congé qui en découle ne soit pas qualifié de congé pour invalidité temporaire imputable au service, notamment si la pathologie était préexistante et que l'événement n'a fait que révéler cette pathologie ou qu'elle aurait pu se révéler à tout moment, en tout lieu, qu'elle aurait été indépendante du service, qu'elle aurait évolué pour son propre compte si jamais l'agent n'avait pas subi cet événement, cet accident. Et donc, dans ces cas-là, on peut reconnaître l'accident, mais le congé qui en découle, puisque la liaison n'est pas directement imputable à cet accident, l'agent ne sera pas nécessairement placé en CITIS à la suite de cette reconnaissance de l'événement. Par contre, lorsque l'événement entraîne la décompensation d'un état latent, donc la pathologie et le congé seront reconnus imputables au service puisque l'accident aura nécessairement déclenché cette nécessité d'être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. D'accord. Je serais curieuse de savoir comment démarre la procédure de reconnaissance de l'imputabilité. Je vais essayer de satisfaire votre curiosité sur ce point. Alors, cette procédure commence par nécessairement la recevabilité, savoir si l'agent remplit les conditions pour prétendre à ce congé.
et donc savoir si l'administration va devoir se poser la question de savoir si le dossier de demande d'imputabilité au service est recevable. Et pour qu'il soit recevable, l'agent il va devoir déposer d'abord une déclaration d'accident de service, hein, c'est-à-dire c'est un formulaire qui précise les circonstances de l'accident, qui est transmis à l'établissement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent va déposer cette déclaration d'accident dans un délai de 48 heures, éventuellement par voie dématérialisée. Et l'administration dispose notamment d'un modèle pour pouvoir transmettre cette déclaration à l'agent qui doit être remplie. Alors, on a d'abord cette déclaration d'accident qui doit être communiquée, mais en plus de cette déclaration d'accident, l'agent doit aussi communiquer un certificat médical accompagné dans la déclaration, un certificat médical qui constate la liaison. Et ce qui est très important dans ce certificat médical, c'est qu'il doit indiquer à la fois la nature et le siège des lésions qui résultent de l'accident de la maladie et la durée probable de l'incapacité de travail si incapacité de travail il y a. Hein, donc, c'est vraiment d'abord le premier élément, c'est que l'agent doit transmettre cette déclaration et ce certificat médical absolument dans un délai de 48 heures suivant son arrêt, suivant l'accident. Et ça permet d'étudier les premiers éléments de recevabilité de la demande faite par l'agent. Et la première étape, c'est d'étudier cette recevabilité de la déclaration. Et bien entendu, elle ne pourra pas être considérée comme recevable, la demande de l'agent, dès lors que la déclaration est incomplète ou que cette déclaration est hors délai, c'est-à-dire que l'agent ne transmet pas dans les bons délais ces deux éléments ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le délai pour transmettre la demande? Bien sûr. Alors, c'est un délai qui permet, s'il n'est pas respecté, à l'employeur de refuser de traiter la demande. C'est-à-dire qu'il ne va pas se prononcer sur l'imputabilité de service, il va refuser en raison du caractère hors délai de la demande. Et le délai en soi, sur le fond de la déclaration d'accident de service accompagnée du certificat médical, doit être transmis dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Le délai qu'il faut retenir, c'est bien ce délai de 15 jours, en sachant que il y a une exception dès lors que le certificat médical est établi dans le délai de 2 ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de 15 jours à compter de la date de cette première constatation médicale. Ce qui veut dire que l'agent a 15 jours à compter de l'accident si jamais cet accident il lui a été indiqué que cet accident pourrait être imputable ou que l'agent pense que cet accident, cette maladie serait imputable. Il a 15 jours à compter de cet accident. Mais si, en quelque sorte, il ne s'en rend pas compte, on va dire, ou si son médecin ou autre ne remplissent pas de documents qui permettent d'affirmer, en quelque sorte, que il y aurait éventuellement un lien avec le service, l'agent dispose d'un délai de 2 ans et à l'intérieur de ces 2 ans-là, à tout moment dans ces 2 ans, on pourra lui donner une déclaration d'accident de service. On pourra aller voir son médecin qui fera un certificat de maladie ou d'accident de service, d'accident de travail, puisque on va avoir une déclaration uniforme. Et à ce moment-là, dans les 2 ans, l'agent pourra bénéficier de cet élément. Et à compter du moment où il dispose de cette constatation médicale qui éventuellement lui veut affirmer le lien entre le service, l'accident et la maladie, il aura 15 jours dans ces 2 ans à compter de cette constatation médicale pour transmettre le certificat. Donc, c'est vraiment une exception, c'est-à-dire qu'on dispose de 15 jours. Si l'agent ne constate pas cet élément dans les 15 jours, il aura dans les 2 ans pour le faire, en sachant qu'à l'intérieur de ces 2 ans, il aura 15 jours à compter de la première constatation médicale pour transmettre ces éléments à l'employeur public. Je répète, si la déclaration n'est pas inscrite dans ce délai, l'employeur pourra rejeter la demande de l'agent en raison de son irrecevabilité, en raison du caractère hors délai de la demande. C'est un droit pour l'employeur de refuser cette demande d'imputabilité au service. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails du coup
sur la recevabilité? Bien sûr, je vais vous le faire par schéma, ça sera toujours plus facile. Donc, il y a cette déclaration qui doit être faite. Si elle n'est pas faite dans les délais prescrits, comme indiqué juste auparavant, eh bien, on pourra considérer qu'elle est hors délai. Et à ce moment-là, on pourra générer une décision de rejet. Si, par contre, elle est complète, eh bien, à ce moment-là, l'administration pourra procéder à l'étude du dossier de l'agent. Et si, par contre, troisième cas, elle est incomplète. C'est-à-dire qu'elle n'est pas hors délai, hein, elle est seulement incomplète. L'agent n'a pas transmis tous les éléments qui permettent d'étudier son dossier, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas éventuellement déposé une déclaration en bonne et due forme, ou bien il n'a pas déposé un certificat médical qui eh bien, donne le siège des lésions et éventuellement la durée probable de l'incapacité de travail. À ce moment-là, l'administration pourra demander la régularisation de la demande à l'agent, en lui rappelant bien entendu les délais que cette demande implique. Et si à ce moment-là, eh bien, l'agent régularise, on pourra étudier son dossier de demande d'imputabilité au service. Si par contre, eh bien, il ne régularise pas son dossier, on pourra simplement constater l'abandon, en sachant que dans la demande de régularisation, on va rappeler les délais à l'agent et éventuellement lui dire de transmettre au plus rapide, au plus vite, les différents éléments qui permettent d'étudier et d'apprécier l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie dont il demande la reconnaissance. Si il ne régularise pas, on pourra constater l'abandon de sa demande. D'accord. Comment ça se passe l'étude de l'employeur? Alors, je vais vous donner un peu d'abord ces objectifs, hein, puisqu'il faut vraiment avoir conscience des objectifs que poursuit l'employeur dans le cadre de cette demande-là. Bien entendu, c'est de qualifier l'événement d'accident de service, d'abord, hein, de savoir si c'est un événement brutal, soudain, si vraiment il y a tous les éléments réunis pour considérer que c'est un accident de service. Et donc, si c'est un accident de service, aussi de vérifier le lien entre l'accident et la lésion ou la pathologie contractée par l'agent. En sachant que eh bien, si l'événement n'est pas reconnu comme un accident de service, la lésion ne sera de facto pas reconnue imputable, hein, nécessairement. Et il se peut également que l'événement soit qualifié d'accident de service, mais que la lésion ne soit pas la conséquence de cet accident, comme je vous l'ai dit, hein, si jamais eh bien, l'agent avait contracté une pathologie préexistante qui était susceptible d'évoluer pour son propre compte sans qu'elle ait un effet en raison de l'accident subi par l'agent. D'accord. Donc, en fait, on a le réflexe de se poser les deux questions. Est-ce qu'il y a eu un accident de service? Et est-ce que la lésion de l'agent est imputable? Exactement, ce sont les deux questions que l'employeur va se poser. La première question, c'est celle de la qualification de l'éventuel événement comme accident de service. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est d'ailleurs cette première question-là qu'on va se poser en étudiant directement la définition de l'accident de service telle qu'elle est posée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 83, c'est-à-dire que eh bien, cet article 21 bis, depuis qu'il a été introduit par l'ordonnance de 2017, établit un constat de présomption d'imputabilité au service d'un accident s'il est survenu dans le temps et le lieu du service et dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou même d'une activité qui en constitue le prolongement normal. C'est-à-dire que, eh bien, dès lors que l'agent a subi un événement, un accident dans le temps et sur le lieu du service, eh bien, à ce moment-là, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service, c'est-à-dire que l'employeur va devoir combattre cette présomption, notamment s'il relève que eh bien, l'agent a commis une faute personnelle ou bien qu'on est en présence d'une circonstance particulière qui détache nécessairement l'accident du service. C'est la manière dont l'employeur va pouvoir combattre cette présomption qui est désormais inscrite à cet article 21 bis en matière d'accident de service. D'accord. Et cette présomption, du coup, elle est automatique? Alors,
Oui et non, Madame Gridis, hein, si les conditions effectivement sont remplies, c'est une présomption qui est établie, hein. C'est-à-dire que, eh bien, il faut qu'il y ait un événement, hein, un accident. Il faut que les éléments de temps et de lieu du service soient réunis, hein. C'est-à-dire que un agent, eh bien, tombe dans l'escalier dans le temps et sur le lieu du service. A priori, eh bien, il y aura une présomption puisque l'agent sera dans l'exercice ou même, hein, ça peut être aussi à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou même d'une activité qui en constitue le prolongement normal, hein. Ça peut être aussi, c'est pour ça que je vous parlais des escaliers, hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Après, bien entendu, comme je vous le disais, hein, la présomption peut être combattue par l'employeur si jamais il y a une faute personnelle ou une circonstance particulière qui sont de nature à détacher l'accident du service. Et si eh bien, il n'y a pas de faute personnelle ou de circonstance particulière qui détache l'accident du service, eh bien, cette présomption sera effectivement remplie, c'est-à-dire qu'elle sera avérée et à ce moment-là, eh bien, toutes les conditions, hein, de cette présomption seront réunies. Dans ce cas, est-ce qu'on peut voir la procédure? Bien entendu, avec un schéma aussi, puisque c'est toujours plus intéressant sous ce format-là. Alors, comme je vous le disais, hein, il va y avoir cette étude de la déclaration, hein, après le stade de la recevabilité du dossier de l'agent. Eh bien, l'administration va étudier la déclaration déposée par l'agent, hein. Je vous rappelle, la déclaration déposée par l'agent par laquelle il demande la reconnaissance de l'imputabilité de service de l'accident qu'il a subi. Et une fois que la recevabilité de cet élément est étudiée, on va se poser la question vraiment de savoir si c'est imputable. Et eh bien, si l'administration n'a pas de doute sur le fait que cet accident est imputable au service, eh bien, l'administration va pouvoir décider de reconnaître automatiquement, hein, l'imputabilité au service de l'accident subi par l'agent. Par contre, s'il y a un doute, il peut être de nature ce doute. À la fois, d'abord, éventuellement, un doute médical. Si l'administration eh bien, est habitée par un doute médical, et dans ce cas-là, elle va pouvoir saisir le médecin agréé pour vérifier si effectivement l'accident est imputable au service. Ce premier doute-là va entraîner cette saisine du médecin agréé. Il peut y avoir un deuxième doute qui va naître chez l'employeur, c'est un doute matériel, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas certain que la matérialité de l'événement, de l'accident, soit avérée. Dans ce cas-là, ce ne sera pas de nature médicale, donc ce ne sera pas forcément le médecin agréé qui se prononcera sur cette matérialité de l'événement, mais plutôt l'employeur qui pourra, au terme d'une enquête administrative, eh bien, étudier si l'accident s'est réellement produit tel que l'agent l'a présenté dans sa déclaration, et à ce moment-là, éventuellement, se poser la question après de savoir si ce doute a pu être levé, hein, soit par saisine du médecin agréé, soit par enquête administrative. Le doute que l'administration avait peut être levé, et à ce moment-là, il peut décider de reconnaître. Si par contre, ni l'enquête administrative, ni la saisine du médecin agréé, donc le rapport circonstancié du médecin agréé, n'ont permis de lever ce doute, l'administration eh bien, aura toujours un doute sur le fait que eh bien, aura toujours un doute sur le fait que eh bien, cet accident est imputable au service. Et dans ce cas-là, eh bien, après en avoir éventuellement informé le médecin de prévention, l'administration saisira la commission de réforme qui rendra un avis pouvant aboutir soit à une décision de reconnaissance de la part de l'employeur. Hein. Je vous rappelle, c'est toujours l'employeur qui décide. Il a saisi la commission de réforme, et éventuellement il a saisi le médecin agréé, d'accord, mais ce sont des avis. C'est ensuite l'employeur qui va décider sur la base de cet avis, ou en tout cas, après l'avoir recueilli nécessairement, de reconnaître ou de ne pas reconnaître. La commission de réforme, elle n'est pas automatiquement saisie, donc. Alors, le texte peut prêter à confusion, mais la commission de réforme est consultée en matière d'accident de service lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident de service. Comme je vous le disais juste avant, il y a des éléments qui, soit une faute personnelle, soit une circonstance particulière, qui peuvent éventuellement combattre la présomption d'imputabilité de service, donc qui sont de nature à détacher
eh bien, l'accident du service, c'est le cas du saisine du médecin agréé et le deuxième motif de refus d'imputabilité. D'accord. C'est une procédure qui semble longue. Il y a des délais? Effectivement, c'est une procédure qui est assez longue hein, et c'est pour ça que, eh bien, on va avoir éventuellement des délais hein, qui peuvent permettre à l'administration de prendre ou pas hein, la décision. Vous voyez, là, on a un délai d'un mois hein, pour, eh bien, éventuellement, avant la saisine d'un médecin agréé ou avant eh bien, de faire une enquête administrative. C'est-à-dire si l'administration ne saisit ni médecin agréé ni eh bien, ne fait d'enquête administrative, donc en l'absence de doute, l'administration aura un mois pour reconnaître cette imputabilité au service, ce qui n'est pas le cas hein, si jamais l'administration décide, en cas de doute matériel ou en cas de doute médical, de procéder à une enquête administrative pour le premier ou à la saisie du médecin agréé pour le second. Eh bien, on aura la possibilité de prolonger de 3 mois en informant l'agent de cette prolongation, en informant l'agent que eh bien, la procédure peut prendre 3 mois de plus, hein, donc sera d'une durée de 4 mois en tout si une enquête administrative est diligentée et si le médecin agréé est saisi. Et ensuite, eh bien, l'administration, si elle dépasse ce délai et qu'elle n'a pas pris de décision sur l'éventuel octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, eh bien, l'administration sera dans l'obligation de prendre un CITIS provisoire à ce moment-là, après éventuellement la décision, la déclaration régularisée, et l'administration prendra ce CITIS provisoire qui permettra, et on le verra au moment du webinaire sur le CITIS, hein, qui permettra d'assurer l'agent du versement de ses pleins traitements et de la prise en charge des frais que sa maladie ou son accident implique. Mais c'est une décision qui est provisoire, qui est donc automatique si l'administration n'a pas pris de décision dans le délai de 4 mois, donc dans le délai d'un mois plus 3 s'il y a enquête administrative ou saisine du médecin agréé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les motifs que l'employeur peut utiliser pour la refuser, cette imputabilité? Tout à fait. Comme je vous le présentais, hein, il y a un doute matériel, il y a un doute médical. Hein, donc le doute matériel, hein, c'est les doutes qui sont liés à l'existence de l'événement. Hein, c'est nécessairement l'existence, le juge contrôle cette existence de l'événement, c'est-à-dire qu'il va étudier si vraiment hein, il s'est passé, si vraiment hein, il a un caractère brutal, imprévisible et soudain, si vraiment c'est donc un accident. Et s'il s'est bien produit dans le temps et dans le lieu de service, s'il s'est bien produit tel que l'agent nous le décrit dans sa déclaration. Je pose peut-être la question en avance, mais vous pouvez juste nous expliquer ce qui est vraiment un événement en fait, une chute, c'est un entretien, c'est une altercation Alors justement, c'est ça, on peut se poser la question, puisque un accident, on le sait tous dans le langage courant, un accident, ça va être un événement imprévisible et soudain qui est subi par un agent. Et c'est notamment pour ça que d'ailleurs c'est une bonne question, puisqu'on peut vraiment se poser la question, et le juge nous donne certains éclairages sur ce point, puisque eh bien, il a pu reconnaître que notamment un entretien d'évaluation annuelle ne pouvait pas prendre la forme d'un accident de service. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a un certain nombre de remarques défavorables qui ont été annoncées à l'agence, ça reste un événement prévisible et normal de la carrière d'un agent public, dès lors, hein, bien entendu, qu'il ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales. Si jamais, eh bien, éventuellement, le supérieur hiérarchique hein, qui diligente l'entretien d'évaluation annuelle a excédé l'exercice normal de ses fonctions, ou bien qu'effectivement, il a imposé des conditions de réalisation de cet entretien qui ne sont pas normales à l'égard de l'agent, dans ce cas-là, éventuellement, on pourra considérer que c'est un accident. Mais dans tous les cas, l'entretien d'évaluation annuelle en soi, puisque c'est un événement qui est prévisible et normal, qui arrive chaque année, l'agent le sait à l'avance,
l'agent le sait à l'avance, et surtout, l'agent qui fait l'objet d'un certain nombre de remarques défavorables, dans de nombreux cas, peut-être qu'il aura un doute sur le fait qu'avant, en amont de cet entretien, il fera l'objet de ces remarques. Et donc, c'est pour cette raison-là que cet entretien-là va constituer un événement prévisible. L'agent ne peut pas considérer que cet entretien revêtirait la forme d'un accident dès lors qu'il ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales, bien entendu. Alors, ensuite, c'est cet élément de choc aussi qui est important à avoir à l'esprit en ce qui concerne l'existence de cet événement. La pathologie d'un agent ne peut pas être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu en raison d'une altercation, notamment parce que, il y avait des difficultés relationnelles préexistantes entre le maire de la commune et l'agent. Et dans ce cas-là, la pathologie déclenchée par l'agent ne peut pas faire suite à un événement brutal et soudain, donc ne peut pas être qualifié d'accident de service. Et donc, c'est aussi cet élément-là qu'on va pouvoir voir sur l'altercation subie par l'agent, c'est-à-dire que l'altercation au cours de laquelle des propos sont adressés à l'agent, éventuellement s'il a commis une erreur professionnelle, s'il ne revêt aucun caractère violent, insultant ou humiliant susceptible d'avoir constitué un événement traumatisant, si cette altercation est à l'origine directe des troubles psychologiques qui ont été invoqués par l'agent, on ne peut pas reconnaître cette altercation comme accident de service en raison de son absence de brutalité à l'égard de l'agent. D'accord. Et quels sont les moyens dont dispose l'employeur? Alors, les moyens dont dispose l'employeur, c'est ce qu'on a vu dans le schéma en la matière, puisque c'est un doute matériel. Là, c'est qu'on n'est pas certain que l'événement ait existé, que l'événement soit matérialisé. Et à ce moment-là, en matière d'altercation, comme vous le disiez, Brigis, tout à l'heure, si cet événement n'a pas revêtu ce caractère violent, insultant, humiliant, etc., on peut avoir un doute sur le fait que c'est un accident, mais on peut avoir un doute aussi de se poser des questions, savoir est-ce que il est éventuellement, est-ce que ça a été violent, est-ce qu'il y a un élément soudain, brutal, et donc ce doute matériel peut être éventuellement levé en diligentant une enquête administrative auprès du supérieur hiérarchique qui va rendre un rapport hiérarchique, mais aussi des collègues. On peut tout à fait interroger les collègues pour savoir exactement si l'événement a existé et s'il revêt bien le caractère d'un événement brutal, violent, insultant, soudain, etc. D'accord. Vous avez parlé de la faute de l'agent. Est-ce que ça peut être un moyen de refus de la reconnaissance de l'imputabilité? Alors, pas exactement la faute de l'agent, mais plutôt la faute personnelle détachable du service. C'est effectivement un élément qui permet de combattre la présomption d'imputabilité au service, c'est-à-dire de considérer que l'accident, bien qu'il se soit passé dans le temps et dans le service, serait détachable du service. Par exemple, la faute personnelle de l'agent, c'est celle en général qu'on va considérer comme révélant l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences, comme l'avait précisé le vice-président du Conseil d'État à la fin du 19e siècle, Édouard Laferrière. Cette faute-là, ça va être cet élément qui va dépasser un petit peu l'agent. C'est une faute d'une particulière gravité qui est à l'origine de l'accident. C'est-à-dire que soit c'est une faute intentionnelle, si cette faute intentionnelle est effectuée dans une intention malveillante ou une volonté de nuire, parce que l'agent a poursuivi à travers l'exercice de ses fonctions d'intérêt exclusivement personnel. On pourra considérer que c'est une faute détachable du service. De la même façon, et la jurisprudence a pu reconnaître depuis de très nombreuses années, des propos injurieux adressés par un agent à l'encontre d'un administré ou des violences infligées par un agent de la Poste à un usager peut constituer cette faute personnelle détachable du service. On a un dernier élément en matière de faute intentionnelle, c'est notamment l'agent qui a commis un détournement de fonds
à l'occasion de sa participation au service. Donc, c'est vraiment cet intérêt exclusivement personnel de l'agent qui constitue une faute personnelle parce qu'elle est intentionnelle. On a aussi ensuite éventuellement des fautes qui peuvent revêtir le caractère d'une gravité inadmissible, hein, c'est-à-dire qu'un agent qui signe de fausses attestations de stage pour percevoir des subventions ou un accident de la route survenu et subi par un agent alors qu'il était en état d'ivresse et qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, ou encore éventuellement le cas du harcèlement moral aussi subi par l'agent qui peut éventuellement, en fonction de l'auteur de ce harcèlement, être considérée comme une faute détachable du service puisqu'elle a une gravité qui est inadmissible. D'accord, donc c'est assez rare comme motif. C'est pas forcément si rare que ça. C'est vrai qu'il est difficile d'avérer, de relever cette faute détachable, mais eh bien, on peut effectivement régulièrement la relever et l'apprécier au regard notamment de ce que eh bien, il a pu être fait dans la jurisprudence et au regard de la particularité. Mais effectivement, ça peut être assez rare comme motif puisqu'il faut aussi pouvoir s'assurer, comme on s'assure de la matérialité de l'événement, de l'accident subi par l'agent, il faut aussi qu'on puisse eh bien, s'assurer de la matérialité de cette faute personnelle et du fait qu'elle détache bien l'accident du service. Donc, il y a aussi effectivement un caractère de rareté qui peut se poser sur ce point. D'accord. Il y a des motifs administratifs également. Effectivement, il y a aussi d'autres motifs administratifs liés à l'événement. C'est, comme je vous l'avais dit, les circonstances particulières qui seraient de nature à détacher l'événement du service. On l'a vu, on a à la fois cette faute personnelle détachable du service, mais on a aussi autre chose qui permet de détacher l'éventuel événement suivi par l'agent, c'est ces circonstances particulières-là qui peuvent être de différentes natures. On a à la fois eh bien, la possibilité que cette circonstance particulière soit une altercation entre agents pour des motifs personnels, mais on a aussi tout comportement qui serait complètement indépendant du service qui permettrait d'écarter l'accident suivi par l'agent comme étant imputable au service, ou l'agent aussi excédé par une remarque consignée sur un cahier de suivi des malades qui se blesserait à la main en raison de plusieurs coups de poing dans le mobilier de l'hôpital. C'est une jurisprudence qui a pu apparaître, la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a pu considérer que ça, c'était une circonstance particulière qui était de nature à détacher l'événement du service. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra rejeter la reconnaissance de l'imputabilité au service et rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi par l'agent en dépit de la présomption. L'administration qui aura eh bien, relevé cette circonstance particulière comme détachable, comme détachant l'accident du service, eh bien, pourra écarter la reconnaissance de l'imputabilité au-delà de tous les éléments de recevabilité qu'on a vus tout à l'heure. Et bien entendu, pour avérer, pour pouvoir eh bien, constater que cet événement peut être détaché du service en raison d'un fait personnel de l'agent, eh bien, on va réaliser une enquête administrative auprès du supérieur hiérarchique et des collègues, comme je vous l'ai dit précédemment. Et cette enquête-là sera de nature à révéler que l'agent a commis cet acte détachable du service. D'accord, donc là, on a vu les motifs administratifs, mais il y a aussi des motifs médicaux. Tout à fait, comme je vous le disais, vous vous rappelez le schéma, comme Grégis, il y a à la fois le doute matériel qui permet éventuellement d'avérer, de remettre en cause la matérialité de l'événement, qui sont de nature à générer des doutes chez l'employeur sur la possibilité que cet événement soit relié au service. Et dans ce cas-là, la solution, c'est de mener une enquête administrative pour de révéler cet événement. Et dès lors que, eh bien, on met en œuvre cette enquête, je vous le rappelle, il y aura un délai de 3 mois qui va s'ajouter au premier délai d'un mois de reconnaissance d'imputabilité. Et comme vous le dites, Mme Grégis, vous avez bien suivi du coup, on a cet autre doute qui peut naître chez l'employeur, c'est ce doute de nature médicale. Et à ce moment-là aussi, s'il y a un doute qui est de nature médicale, eh bien, on va aussi mettre en œuvre une autre expertise. Ce ne sera pas forcément une enquête administrative, même si on peut la faire
en même temps, ce sera plutôt, pour cet élément médical, la saisine du médecin agréé qui permettra de reconnaître que, eh bien, il y a un lien entre l'événement subi par l'agent et eh bien, la pathologie qu'il relève, les lésions qui sont constatées par le certificat médical. Alors d'abord, hein, ça peut être la situation d'une pathologie préexistante, hein, c'est-à-dire que eh bien, l'administration va considérer que la pathologie subie par l'agent qui fait suite à un événement n'est pas liée à cet événement ou bien même n'est pas liée au service, hein, parce que l'agent est victime ou est atteint d'une pathologie qui préexistait à l'événement. C'est-à-dire que l'administration sera dans l'obligation de demander au médecin agréé s'il y a une antériorité de la pathologie, si la pathologie préexistante de l'agent aurait évolué pour son propre compte en l'absence de l'événement. Et dans ce cas-là, l'administration sera en mesure d'établir que la pathologie est préexistante et donc que, eh bien, il n'y a pas de lien directement et non nécessairement exclusif entre le service et eh bien, l'accident subi par l'agent. De la même façon, si eh bien, l'administration refuse de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de l'agent lors d'une visite d'une inspectrice de l'éducation nationale, en motif que cet état s'inscrirait dans la continuité d'épisodes dépressifs récents, eh bien, en refusant de reconnaître cette imputabilité et en considérant que cet élément ne peut être regardé comme résultant de l'événement qui a mis en exergue ces éléments dépressifs, l'administration ne fait pas une application inexacte du droit en opposant ce refus à l'agent, puisque eh bien, il est victime de ces épisodes dépressifs récents qui ont donné lieu à congé maladie. Donc, il y a bien une antériorité de cet élément. Après, et on a une jurisprudence aussi assez récente là-dessus où il faut voir exactement ce qui est antérieur et ce qui ne l'est pas, ce qui aggrave et ce qui ne l'aggrave pas. Mais en tous les cas, il faut pouvoir établir cette antériorité si jamais l'administration considère que c'est une pathologie qui est à l'origine des lésions dont l'agent demande la reconnaissance de l'imputabilité au service. Et comme je le disais, cet élément-là, cette antériorité, cette pathologie préexistante, sera appréciée par le médecin agréé dès lors que l'administration aura clairement posé la question au médecin en le saisissant. Et ça, c'est fondamental. Hein, si l'administration considère qu'il y a une pathologie préexistante ou qu'il y a une antériorité dans les lésions que l'agent dénonce, eh bien, l'administration sera dans l'obligation de fournir le rapport circonstancié du médecin agréé établissant que eh bien, la pathologie aurait évolué pour son propre compte si l'événement n'avait pas été subi par l'agent. Donc voilà pour l'ensemble de cette procédure. Hein, que je vous rappelle, l'accident de service, hein, c'est bien une présomption d'imputabilité au service dès lors eh bien, qu'il s'est passé. Mais ensuite, dans le lieu et dans le temps du service, c'est bien une présomption qui va se poser, mais qui peut être éventuellement combattue par l'employeur dès lors qu'il y a un doute de nature matérielle. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, soit une faute détachable, hein, soit eh bien, des circonstances particulières qui détachent l'événement du service, ou si, eh bien, d'autre part, il y a un doute médical, notamment sur le fait que la pathologie dénoncée par l'agent préexistait à cet événement. Merci, Monsieur Fuselier. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait eu des échanges. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance pendant le webinaire, mais je propose qu'on s'y penche un